quelque chose que j'ai jamais dit. Ah ouais? Mais quand je suis sorti de cette fratras de tôle qui avait été découpée pour que je puisse pénétrer, quand je suis sorti, je souriais. Et j'ai vu dans le regard des pompiers Une incompréhension? que c'était complètement anachronique avec la situation Ah ouais. et complètement décalé. Et les pompiers me disent alors, ben c'est fini, j'ai dit il est mort. Mais avec la banane. Ah ouais. Et Oui. ça, Ah oui, oui. c'est difficilement explicable. Parce que, paf, en un éclair, j'ai compris que nous sommes un esprit incarné. Et je me suis dit, ce livre que j'avais lu dans les années 70, De le Moody? livre de Raymond Moody, Ouais. La vie après la vie, c'était exactement ça. Et moi, je n'ai pas l'impression que la solution soit scientifique, en fait. Tout le monde cherche ça, la validation scientifique. Il y a des choses, il faut admettre qu'on n'a pas les outils pour pouvoir les mesurer. En science, pour reconnaître quelque chose de possible, il faut que ça soit mesurable et reproductible. Ouais. Et il y a plein de choses qui ne sont ni mesurables ni reproductibles. L'amour, est-ce que c'est mesurable et reproductible? Non. La création de l'univers, non plus. La guérison spirituelle, non plus. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? La compréhension des choses. On peut comprendre avec une autre échelle. L'échelle de la spiritualité, c'est du domaine de la foi, c'est pas du domaine de la compréhension. Et la foi, c'est beaucoup plus puissant que la compréhension. Ok. Euh, Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Jacques Charbonnier. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu autour d'un bon petit repas avant cette interview. Et on va commencer, Jean-Jacques, si vous le voulez bien, par... on va remonter un peu le temps. De ce que j'ai comme information, mais ça, il faudra me le valider, ça fait plus de 35 ans que vous êtes anesthésiste réanimateur. En tout cas, vous avez démarré cette activité il y a 35 ans. Et, ok, mais j'ai entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai entendu dire qu'il y a eu quand même un élément fondateur dans votre histoire et dans votre parcours, quelque chose qui a fait que même votre femme, d'ailleurs tout à l'heure, a dit que vous avez une sorte de petite hémiplégie ou quelque chose. Alors, après, ça vous a choqué. Ce qui vous est arrivé il y a, c'était en 2000 ou je ne sais pas quelle année, vous allez nous dire à peu près. Ouais, c'était juste avant que je débute ma carrière d'anesthésiste réanimateur. Il vous Parce que arrive, j'ai choisi pour ça. voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui vous fassiez, alors on va en parler de tout ce que vous faites, mais avant d'en arriver là, j'aimerais savoir ce qui a fait que vous avez démarré cette aventure extraordinaire sur les expériences de mort imminente, sur les sorties de corps. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois là? Il s'est passé quelque chose de très bref et qui a chamboulé ma vie, qui a chamboulé toute ma vie. En fait, je me suis inscrit à un stage de SAMU parce que je devais embrasser la carrière de médecin généraliste. Ouais. On avait, avec mon épouse, fait un plan très bien défini. Tout était bien cadré. Je devais racheter sa clientèle, m'installer à la campagne. Elle avait abandonné ses études de prof de gym pour me seconder en tant que voilà, secrétaire médical. Elle avait fait ses études pour ça. Et puis lors de cette expérience, tout a basculé parce que je me suis retrouvé à gérer un accident très compliqué. On m'avait envoyé, normalement, on aurait dû envoyer un médecin senior, et moi j'étais un apprenti dans l'urgence. Juste diplômé. Ouais, je terminais mes études, j'étais médecin généraliste, et je voulais me former à l'urgence. Donc, j'étais pas un ténor de l'urgence, hein, loin de là. Et là, j'ai été confronté à un accident très grave,
Donc ceux qui m'avaient envoyé sur cette expérience ne savaient pas du tout que ça allait être aussi grave. Et en fait, il y avait déjà beaucoup de gyrophares. On voyait que c'était un gros crash. Voiture, hein, un accident de voiture. Ouais, accident de voiture, oui, mais on voit des gyrophares quand on arrive. Ouais. On voit des gyrophares, donc les pompiers sont déjà là, la police est déjà là avant nous. Et moi j'arrive, donc l'équipe médicale arrive. Et le pompier me dit, voilà, dans le fossé, il y a quelqu'un qui est resté incarcéré. Ça veut dire incarcéré, prisonnier des tôles. Donc les pinces avaient déjà découpé les tôles pour que je puisse pénétrer à l'intérieur. Et je me suis retrouvé confronté à ce jeune homme de 20 ans qui allait perdre la vie. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax, il était coincé par les tôles. Il émergeait de ce fratras de tôle que ses bras et son visage multicoupé. Et moi, je devais absolument le perfuser. Je devais remplacer le sang qu'il avait perdu par des perfusions. Voilà, c'était ça ma mission. Et là, du fait de mon incompétence, de mon émotion, enfin, je revois toujours la scène, et quand j'en parlais, je revois ma main qui tremblait. Il fallait absolument que je trouve la veine, je n'ai pas trouvé. Voilà, c'était pas suffisamment. Et est arrivé ce qui devait arriver. J'étais très près de son visage et j'ai vu la mort qui s'était installée. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir. Ah ouais? Première fois, malgré des études longues. Ouais, c'est Ouais. la première fois que je voyais. J'avais vu très peu de morts. Dans notre cursus de médecin, on voit des morts. C'est fait pour ça, les séances de dissection. Ouais. On dissèque les cadavres. Mais ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ouais. Là, je voyais pour la première fois Ouais. quelqu'un mourir devant moi, et c'était quelqu'un de jeune avec une responsabilité. Et ça m'a choqué, oui. Et j'ai vu la mort s'installer, j'ai vu cette pupille qui se dilatait comme une tache d'encre sur un buvard, c'est comme ça, tout doucement. Et j'ai senti une présence qui sortait de ce corps. Et c'était une présence qui était vivante et joyeuse. Ça semble absurde. Dans des circonstances aussi dramatiques, comment peut-on parler de joie dans un... Voilà. Et ça vous a Une fait délivrance. quoi de ressentir quelque chose de joyeux et vivant, vous avez dit? Oui, vivant. Ça paraît absurde, hein, Ouais. alors que la mort est là. Eh ben, Et comment vous réagissez à ça? il n'y a pas de mots terrestres. C'est indicible comme expérience. Donc je me suis dit, waouh, c'est ça. Nous sommes un esprit incarné dans un corps, et cet esprit sort du corps au moment de la mort. Et Mais c'est ça, vivant et vous le joyeux. dites avec les mots d'aujourd'hui, mais à l'époque, vous étiez jeune Comme médecin. ça. Vous aviez les mêmes mots qui venaient Oui, ou les... oui. C'était pas. Alors on me dit souvent, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as... Je vais rester micro parce que j'ai l'impression que ouais. Non mais vous dites, parce que là c'est un moment, c'est peut-être pour ça que je remets le micro, parce que ça, moi ça me touche, ce que vous dites. Il y a quelque chose de joyeux et vivant Ouais. qui se passe là. Ça vous fait quelque chose, quoi, vous êtes très très surpris. Normalement on est atterré, quoi. Je sais pas comment on doit être, mais normalement c'est l'inverse. C'est un drame. ouais. Et En là, plus avec une responsabilité. Je me sentais Ouais. responsable du fait de mon incompétence, de mon inexpérience. Je me suis dit, ce gamin, il meurt parce que t'es pas été à la hauteur, quoi. Voilà. Je me suis dit ça. Mais c'était tellement plus fort ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti une évidence. Et là je sens que vous le ressentez encore. Ouais, quand j'en parle, parce que je me revois dans la situation. Je revois encore ma main qui tremble devant le bras, qui n'arrive pas à trouver la veine, etc. Et c'est ça qui a transformé ma vie. En Et donc, quelques secondes. voilà, ça a été fondateur. Ça a Ouais. été. Je me Vous suis- avez voulu comprendre derrière ce qui s'est passé. Ben, je me suis dit, c'est ça la vie, c'est ça. La vie, ça s'arrête pas au moment de la mort terrestre. Et vous étiez croyant à ce moment-là? Vous étiez dans une relation? Non, parce que j'avais eu les études médicales. Ouais. Et dans les études médicales, on vous rabâche à longueur d'année que nous sommes des robots biologiques, animés par des pensées biochimiques, que nous ne sommes que de la matière et des organes. Voilà.
ce couplet que je ressors chaque fois que je fais des conférences. Ouais. Et parce que c'est vrai, on nous C'est ce rabâche qu'on ça. vous dit. Oui, oui. On nous rabâche ça. Et donc, Et là, c'était ouais. une expérience humaine qui a montré l'inverse, qui a montré que nous sommes un esprit vivant qui quitte le corps au moment de la mort, et c'est un esprit qui est libéré, comme si notre corps était finalement quelque chose de restrictif. Ouais. Et il y a une expansion de conscience, l'esprit sort de ce corps, c'est vivant et joyeux. Enfin, on va vivre autre chose. D'accord, Voilà. mais ça, vous le dites aujourd'hui, avec Oui. vos mots, parce que vous avez toute cette expérience, parce Ouais. que vous allez nous parler de toute cette expérience après ce moment. Ouais. Mais moi, j'aimerais encore rester un petit peu sur ce moment qui a eu un impact incroyable sur votre vie. Ah oui, qui a changé toute ma vie. Et vous sortez de là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, vous voyez ce jeune, cet enfant, j'allais dire, mourir. Ça doit vous perturber, mais en même temps, ça vous effondre pas, quoi. Parce que vous voyez de la joie et de la vie dans cette mort. C'est vos mots, hein, c'est vos mots. D'ailleurs, quelque chose que j'ai jamais dit, ah, ouais. mais quand je suis sorti de cette fratras de tôle qui avait été découpée pour que je puisse pénétrer, quand je suis sorti, je souriais. Et j'ai vu dans le regard des pompiers Une incompréhension? Que c'était complètement anachronique avec la situation. Ah, ouais. Et complètement décalé. Et les pompiers me disent alors, ben c'est fini, j'ai dit, il est mort. Mais avec la banane. Ah, ouais. Et Oui. ça, Ah, oui, oui. c'est difficilement explicable. Parce que, paf, en un éclair, j'ai compris que nous sommes un esprit incarné. Et je me suis dit, ce livre que j'avais lu dans les années 70, De le Moody? livre de Raymond Moody, Ouais. La vie après la vie, c'était exactement ça. Vous y avez pensé de suite, là? Tout de suite. Ah, ouais. Tout de suite. J'ai dit, ah ouais, il avait raison, Moody, de raconter ses expériences, parce que c'est ça. Les gens sortent de leur corps et vivent ces fameuses expériences de mort imminente. On va y aller sur les expériences de mort imminente, mais là, vous sortez de ce moment où vous êtes un peu... vous êtes dans un état qui n'est pas presque normal. Euphorie. Euphorie, ce qui est bizarre. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal dans nos sociétés occidentales où la mort, c'est triste. Mais vous avez... Donc, je reprends vos mots, hein. Vous avez Moody qui vous revient à l'esprit, le livre de Moody qui s'appelle, rappelez... Life After Life. Life After La vie après la vie. Life. La vie après la vie. Je l'avais lu. Moi, j'avais 17 ou je sais pas quel âge. Ce livre, il faut le lire. Il faut le relire. Et donc, ça vous a donné envie de le relire? Non, vous l'aviez déjà en tête. Et vous sortez de là. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le cheminement qui suit ça juste après. Qu'est-ce qui se passe? Après, ça a été radical. Ouais. Après, ça a été radical. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme, que vous connaissez, puisqu'on a dîné ensemble. Ouais. Ben, j'ai dit, ben voilà, c'est fini, je ne veux plus être généraliste. Je veux devenir médecin, anesthésiste, réanimateur. Et elle qui se préparait à devenir votre... Oui, là, il faut qu'elle soit solide. Hein. Quelquefois, je la malmène. Hein. Bon. Et là, je lui ai dit, voilà, moi, je veux étudier ces expériences-là. Parce que le poste le plus intéressant en médecine, c'est celui-là, le poste réanimateur, parce que c'est le moment... C'est ce que vous croyez à l'époque. C'est ce que je pensais. C'est le moment où il y a le plus d'opportunités pour collecter ce genre de récits. Voilà. Et donc vous devenez... En fait, alors ça se fait pas en 2 temps, 3 moments, il faut 4 ou 5 années d'études. Non, il faut 3 ans, il faut un concours de plus. Ouais, donc ça prend du temps, mais vous y arrivez, vous êtes anesthésiste réanimateur, vous êtes dans un SAMU. Non, là je suis parti donc dans un service de neurochirurgie, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit où on pourrait recueillir le plus de témoignages. C'est en neurochirurgie, parce que c'est là, dans le langage médical, c'est là où il y a le plus de casse. On parle de ça. On ne dit pas de décès, c'est là où il y a le plus de casse. C'est là où il y a le plus de réanimation qui tourne mal, en fait. Et alors, parce que vous n'avez pas encore l'expérience des morts imminentes. Vous n'avez pas encore expérience, quoique vous n'avez pas le retour encore de tout ça. Mais vous vous dites, vous avez une intuition quelque part qui vous dit, c'est ça que je dois faire. Et vous vous retrouvez donc dans des services, ou un service, lequel d'ailleurs? C'était lequel? C'était le service de neurochirurgie et réanimation. Il était où ce service? Clinique des Cèdres à Cornebarieux.
Oui, dans la où banlieue toulousaine. oui, oui, où je Ouais. faisais des gardes D'accord. de nuit, de réanimateur. Bien, bien. Voilà, et j'essayais de collecter les témoignages des gens qui sortaient des comas, qui sortaient d'arrêt cardiaque, qui avaient vécu un arrêt cardiaque. Alors, bien évidemment, je n'allais pas les secouer en leur disant: Tiens, vous l'avez vu le tunnel ou quoi? Non, mais j'essayais de les titiller. Je leur disais: alors, vous êtes sûr de rien avoir vécu? Ben non, c'est pas Et là. ah oui, ben alors ça, oui, parce que j'ai écouté tout à l'heure votre dialogue avec Luc Baudin. Oui. Là, c'est une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Mhm. Et vous parliez de ça, justement, que c'était pas aussi fructueux que vous le croyez, Ouais. qu'il n'y avait pas autant de gens qui parlaient de ces expériences Ben parce non. qu'ils n'osaient pas. Mais vous, en fait, vous écriviez à chaque fois quand vous aviez, les rares fois peut-être, où vous aviez un témoignage, Mais vous non, écriviez j'avais rien du non? tout. Il se passe rien du tout. Il n'y a rien. Mais non, rien du tout. Mais à l'époque, j'étais innocent, j'étais complètement naïf. Je savais pas que les gens ne se confiaient pas comme ça tout de suite après une expérience. Et ils se confient pas à leur famille, à leurs proches. Il leur faut des décennies. Quelquefois, Jean Morzel a mis 40 ans avant de Qui ça? raconter. Jean Morzel, c'est un expérienceur qui a Ouais. connu une expérience pendant une opération. Il a mis 40 ans avant d'en parler. Ah ouais. Donc il faut digérer l'expérience. Et puis on ne va pas parler de ça à un médecin qui a une blouse blanche et qui risque de psychiatriser les gens. Et ça, vous le comprenez au bout de combien de temps, Ben ça? maintenant, là je le sais, Non, maintenant. mais à l'époque, là, vous continuez dans cette activité de médecin anesthésiste, Oui, réanimateur, oui, avec cette idée sous-jacente d'avoir des témoignages, ouais, de collecter des de collecter témoignages. des Et j'en avais témoignages. pas un seul, hein. C'était en quelle année, ça? Parce que votre premier livre, c'est 2001, je crois, Oui, hein? c'est 2001. Oui. Et donc, c'était en quelle année que vous étiez... Oh, c'est dans les années 90, Ah, d'accord, donc vous avez, avant de 86, sortir votre 87, premier 88. livre, avant de recueillir suffisamment de Ben oui. témoignages, Donc je continuais à me documenter sur les EMI, tout ce qui était publié sur le sujet. Je lisais tout, ça me passionnait. Et donc j'ai eu cette idée. Je me suis dit, puisqu'on ne veut pas me parler, je vais écrire un roman là-dessus. ah Ça a voilà. été Coma dépassé en 2001. Ça a été mon premier livre. Et c'est ça qui a été le déclencheur de tout ça. Parce que c'est un livre qui a connu un petit succès, parce que il se trouve que Patrick Poivre d'Arvor, à l'époque, c'était un journaliste qui s'intéressait aux livres, et lui-même est romancier, donc il écrivait pas mal de livres et il s'intéressait à la littérature. Il était tombé sur mon livre par hasard, parce que c'était un tout petit éditeur, et il m'a fait venir dans son émission Des livres et moi, où il a parlé de mon livre, Comment dépasser. Et dans ce livre, j'abordais l'expérience de manière romanesque. Et à partir de ce livre, ben, j'ai commencé à faire des petits salons littéraires, des, Ouais. des- des- Vous pouvez nous donner envie de le lire, ce livre, parce que c'est votre premier livre. C'est un roman. Ouais, c'est un Donc c'est roman. l'histoire de qui? D'une personne ou c'est plusieurs C'est plusieurs personnes, mais c'est assez tordu, c'est assez mal écrit. C'était mon premier livre. un premier livre? Voilà. Oui, Mais oui, mais bon, c'est vous voilà. qui le dites. Bon, ok, j'entends, mais Mais la trame, c'est un expérienceur. Voilà, il vit une expérience dans l'au-delà, il revient, mais bon, Mais alors attendez, vous écrivez un livre en 2001, mais ça fait quand même 10 ans que vous exercez environ, je ne sais pas, je chiffre ça comme oui, ça. à peu près. Oui. Et là, vous dévoilez quelque part, parce que par rapport à vos confrères, par Ouais. rapport à ce milieu qui est quand même assez conventionnel, Hum, disons, hum. pour être gentil, mais comment vous faites un coming out, quelque part, sur vos idées? Parce que là, vous le disiez pas trop, ou vous en parliez à tout le monde? Si, mais moi j'étais passionné par ça, donc j'en parlais Vous déjà. en parlez, ouais, ouais. J'en parlais Vous ne avec mes cachiez collègues. pas, ouais. Et je voyais bien que ça n'intéressait pas du tout mes Ouais, collègues anesthésistes. Ce sujet, surtout à l'époque, hein, dans les années 90, c'était pas ça, hein. d'accord. C'était vraiment les gens qui racontaient ce genre d'expérience, ils étaient clairement pris pour des illuminés, des fous, Oui, euh, c'était des...
des effets hallucinatoires, la médecine, Voilà, quoi. mais c'était sûr que c'était des effets hallucinatoires ou des mythomanes. Enfin, Voilà, c'était ce que disait la voilà. médecine. Ouais. Et alors, donc, vous persistez, vous sortez ce premier livre, mais ce qui se passe, c'est que vous allez recueillir des témoignages. Mais là, j'essaie de voir comment vous avez fait le lien avec l'hypnose. Parce que là, c'était des expériences de mort imminente. Donc là, il n'y a pas d'hypnose. Là, vous voulez faire avoir Ouais. des témoignages de gens qui ont vécu une mort temporaire. Vous dites d'ailleurs maintenant, vous dites plus Provisoire. 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 Je dis temporaire. Provisoire. Et donc, vous êtes confronté à toutes ces morts provisoires, à tous ces gens qui veulent pas en parler, mais vous arrivez quand même à recueillir quelques témoignages. Ah là, oui. Oui. Là, dans ce cadre-là, je n'ai reçu beaucoup, beaucoup. Dans quel Parce que cadre? dans ce cadre d'écrivain, Ah oui, de romancier, d'accord. j'ai écrit mon premier roman, c'était Comment dépasser. Ensuite, ça a été Derrière la lumière, puis Éternel je l'aime. Et il y avait toujours cette dimension par rapport à la mort et par rapport aux expérienceurs, ceux qui ont vécu ces fameuses Donc le expériences. fait d'écrire vous a permis d'aller dans plus que la médecine, quelque part. Plus que la médecine, beaucoup plus. Parce Ouais. que autant dans mon poste d'anesthésiste réanimateur, j'avais aucun témoignage à avoir étudié, autant là, pour la première fois, il y avait un médecin qui s'intéressait à ce sujet. Donc le courrier des lecteurs, Ah ben là, recevez... j'ai reçu des lettres, des mails, voilà, docteur, enfin un docteur qui s'intéresse à ces expériences, même sous forme de roman. Ils m'ont envoyé leurs témoignages. Et vraiment, en quantité, c'était un gros Ah oui, volume. oui, oui, c'était vraiment C'était très... pas une ou deux lettres par Ah mois, non, non, c'était non, plus. ah non, toutes les semaines, j'avais beaucoup. Non, j'ai vraiment reçu Ah beaucoup, ouais. beaucoup de courriers de gens qui avaient vécu ça. Parce que tous les gens qui avaient vécu ça, ils étaient confrontés au scepticisme et même à la moquerie des médecins. Ouais. Et pour la première fois, il y avait un médecin qui avait une oreille attentive. Donc, D'accord. ils ont, je pense que tous les gens qui ont entendu parler de moi en tant que médecin s'intéressant au sujet, en étant en première loge, anesthésiste réanimateur, eh ben, ils m'ont richement Ouais, ouais, ouais. euh, Vous êtes abreuvé. devenu, et vous l'êtes toujours, la personnalité française. Non, je ne le suis plus maintenant. Ah, mais vous avez Mais, été dépassé par qui? non, non, par personne. Non, non, mais j'allais Mais dire, vous êtes la non, personne de référence dans ce à domaine. l'époque, oui. Oui. Là, maintenant, il y a l'omerta, parce qu'on parlera sans doute de ce Ah, que je fais oui, après, que j'ai fait oui. après. Mais à l'époque, oui, c'est vrai que comme j'étais le seul médecin à m'occuper de ce sujet, donc dès qu'il y avait dans les médias mainstream un sujet qui abordait de près ou de loin ce sujet-là, j'étais devenu une espèce d'icône qu'on invitait pour parler de ça. Sur les plateaux télé, Voilà, voilà. vous aviez l'habitude d'aller... Ouais, ouais, mais parce que c'était un sujet touchy, mais il fallait donner la touche rationnelle, donc j'apportais la rationalité du D'accord. sujet. Je rassurais par ma Ouais. rationalité. Parce que je disais, voilà, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il y a eu un moment où ça s'est arrêté, ça. Où il y a eu une sorte de bascule. Oui, ça a basculé à partir du moment où j'ai eu l'idée de faire ces séances d'hypnose. Ah, alors justement, moi, ce Voilà. que j'ai entendu par rapport à ces séances d'hypnose, c'est que ce que vous avez dit dans une conférence, je ne sais plus où je l'ai vu, ou dans votre dernier livre, que vous avez demandé à un de vos amis chirurgiens qui faisait de l'hypnose pour anesthésier plus ou moins les Non, un gens, anesthésiste, un un anesthésiste, confrère, un confrère anesthésiste qui pratiquait l'hypnose, parce que ça se pratique dans un cadre bien précis en médecine pour en chirurgie, oui, en chirurgie. en bloc opératoire. Et vous lui dites, j'aimerais bien que tu me formes, mais vous, avec l'idée, l'arrière-pensée de l'utiliser pour voir un peu, pour aller farfouiller dans tout ça. Donc, comment ça se passe là? Racontez-nous un peu cette histoire. Qu'est-ce qui vous vient? Comment vous avez cette idée d'hypnose? Déjà, Mais qu'est-ce qui... l'idée, ça a été donné par voilà, l'univers, on va dire, hein, Ouais, mais par les justement, circonstances. dans quelles circonstances? Voilà. Moi, je suis curieux, hein, vous avez compris. Parce que j'ai toujours d'ailleurs mon éditeur Guy Trédaniel qui, chaque fois que je sortais un bouquin, me faisait faire une tournée promo au Canada, Ouais, parce que mes livres marchent bien au Canada. Et là, je venais de sortir les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, avec la conscience intuitive extraneuronale, l'autre livre qui parlait de la conscience intuitive extraneuronale.
qui pour la première fois parlait de cette dissociation de deux formes de conscience pour expliquer l'expérience. Et il me Il dit, faudra qu'on revienne là-dessus, hein, parce que ouais, ça, c'est quand même, c'est du lourd, là, ce que vous avez dit en 2 phrases, là, c'est un conscience. concept, Ouais, voilà, ouais, ouais. pour essayer d'expliquer l'expérience de façon assez rationnelle. Et lui, il me dit, Peut-être vous nous l'expliquez quand même avant d'y aller, oui, parce que là, oui, conscience analytique et à moi, cérébrale quoi. et conscience intuitive extraneuronale, parce que ben, si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont impossibles, puisqu'on sait que le cerveau s'arrête au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque. Donc il fallait, Quand il n'y a plus d'oxygène dans le cerveau, voilà, il n'y a plus d'électricité dans le cerveau, donc le cerveau ne fonctionne plus. L'électroencéphalogramme, c'est un moyen de il est plat. mesurer Ouais. l'activité cérébrale et c'est le meilleur moyen qu'on connaisse actuellement. Il est plat, ça marche plus à partir de 15 secondes. Dès que le cœur s'arrête, au bout de 15 secondes, il n'y a plus rien, le cerveau ne fonctionne plus. Et là, on s'est aperçu que ces personnes avaient vécu ces expériences incroyables avec une conscience qui était beaucoup plus performante que si le cerveau s'était allumé de façon normale. Donc on est obligé de reconnaître que ce n'est pas le cerveau qui fabrique la conscience. Voilà. Donc vous avez inventé des acronymes, là, des termes, Ouais, que donc vous pouvez les répéter. conscience analytique cérébrale, CAE, ouais, CAC, CAC, celle-là elle est ouais, formée par le cerveau, ouais, elle est couplée à toutes nos perceptions sensorielles ouais. pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. C'est la conscience analytique cérébrale qui, elle, va venir bloquer, Quand le cerveau fonctionne normalement, ça. quand le cerveau fonctionne normalement, qui va venir Qui bloque, bloquer ouais. toute cette expansion de conscience qui n'arrive que lorsque notre cerveau arrête cette fonction censurante. Je l'appelle la conscience intuitive extraneuronale. C'est une façon d'expliquer l'expérience de manière rationnelle. Et cette explication a été exposée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, Oui. la thèse de François Lallier, qui a étudié pendant 3 ans 118 cas d'arrêt cardiaque. Il a répertorié, classifié selon des critères bien précis, on l'appelle de Grayson, pour authentifier l'expérience. Et il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience. Et on a pu argumenter dans sa thèse cette dissociation de ces deux consciences, la CAC, conscience analytique cérébrale, dissociée d'une conscience intuitive extraneuronale. Voilà. Donc ça veut dire que ça a été une thèse, elle est soutenue devant des pairs, devant Oui, devant un jury de thèse. devant un jury Ouais. qui sont critiques, qui posent des questions. Bien sûr, la Et, thèse elle peut être acceptée, elle peut être rejetée, et donc elle a été acceptée. non seulement acceptée, mais mention maximale. C'était C'est-à-dire, en quelle année, ça? c'était en 2014. D'accord. Et ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient donner à cette thèse comme valeur scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une mention très honorable avec un petit abstract en anglais pour une diffusion internationale, et on a pu exposer donc cette dissociation de CAC et de CIE pour expliquer l'expérience, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc à un moment donné, il faut changer de paradigme, il faut changer de modélisation pour expliquer les choses. Donc cette modélisation a l'avantage d'expliquer l'expérience de manière rationnelle. D'expliquer l'expérience de mort imminente. Oui. Et vous étiez en train de dire que, donc là, vous avez bien, merci d'avoir redéveloppé ces concepts que vous avez imaginés il y a plus de 20 ans maintenant, ou non, c'était en 2014, mais 2014. c'était avant, puisque vous avez dirigé Oui, cette oui. thèse. Mais par rapport à l'hypnose, quel lien, Oui, donc, voilà. donc j'avais écrit en parallèle 2 livres pour expliquer ça, conscience intuitive extraneuronale, conscience analytique cérébrale, sur un livre qui s'appelle Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Et mon éditeur me dit, Guy Trédaniel, ça serait bien de faire des ateliers qui reposent sur ce concept, parce que les Canadiens sont comme les Américains, ils aiment bien faire des workshops, on appelle ça des ateliers, Ouais. pour expliquer des théories ou des concepts. Donc je me suis dit, moi, ça sera impossible. Dans mon cas, je ne vais pas faire organiser des arrêts cardiaques ou faire des anesthésies générales. Et c'est pour l'éditeur bloquer la qui dit CAQ. qu'il faudrait faire des ateliers pour expliquer. Oui, Bon. moi je pensais que c'était impossible. Et dans l'avion qui me ramène chez moi, puisque je suis toulousain, mon éditeur est à Paris, Ouais. à côté de moi, la solution, sur les genoux de la personne qui s'était endormie, un magazine avec le titre de l'article qu'il lisait, l'hypnose,
la solution à tous vos problèmes, point d'interrogation. Et donc, vous avez fait le lien avec moi. L'hypnose, ben, bien sûr. Génial. Philippe Guillemot dirait que c'est une synchronicité. Ah oui, c'était ou Jung aussi. Jung, oui, bien sûr, Jung avant, évidemment. Mais alors donc, je suis allé voir mon pote anesthésiste et je lui ai Oui. dit, voilà, tu sais, j'aimerais faire de l'anesthésie en bloc opératoire sous hypnose. Ben, pas de problème, viens. Donc, Avec cette idée que pas du tout, c'est pas du tout pour ça. c'était pas pour faire des anesthésies. Donc, j'ai fait, il m'a montré comment on faisait, donc j'ai fait des anesthésies. Ça marche très bien, hein. Ouais. Thyroïdectomie, les varices, les cataractes, on a fait plusieurs chirurgies comme Mais on ça. sait pourquoi ça marche? Oui, on sait parce qu'on coupe l'analyse de la douleur par le cerveau. La D'accord. CAQ est D'accord. mise au ralenti. Ah, ok. Donc le cerveau ne peut plus analyser la douleur. Et la douleur, c'est les relais cérébraux, hein. Ok. Sinon, Donc, ça ne marche pas. ok, l'hypnose arrive à couper, comme quand on prend des drogues ou des anesthésiants. Oui, si par exemple vous arrivez à décapiter quelqu'un, eh ben, vous pouvez lui pincer le doigt, il aura pas mal. D'accord. Ok. Parce qu'il n'aura plus de cerveau, hein. Pour avoir Mais mal, il ne pourra pas le raconter non plus. oui, à moins qu'on arrive à le recoudre très rapidement. Ok. Ah oui, Donc, c'est le cerveau qui fait la douleur. On a l'impression que c'est l'endroit où on a mal. Mais non, c'est le cerveau qui analyse chaque fois. ah, ok. Et c'est pour ça que le vécu subjectif de la douleur est très important. Pour la même douleur, vous aurez des gens qui n'auront pas mal et d'autres qui vont hurler. Et oui, on demande, on a des échelles pour la douleur. Ouais. Ouais, ouais. Donc, vous voyez, en revenant du Canada ou du Québec, ce journal avec écrit hypnose, vous Non, faites non, de Paris. Mon éditeur, Paris, Guy Trésorier. Toulouse. Et il me dit, voilà, au Canada, on va faire des workshops. Et effectivement, j'ai commencé les premiers ateliers d'hypnose au Canada. Parce que C'est pour cela que pour je vous, les ai c'était aussi plus safe quoi, par rapport au Conseil de l'ordre en France. Pas tellement. Parce qu'un médecin anesthésiste. Non, ça c'était toléré. Je ne savais pas encore. Ouais. Je ne savais pas encore qu'on allait avoir autant d'agressivité sur cette technique. Donc je l'ai fait au Canada parce que ça s'est présenté comme ça. Je faisais ma tournée promotionnelle des bouquins au Canada. Et c'est vrai qu'il y avait chaque fois Joanne Champagne, c'est une attachée de presse super compétente qui me faisait un roadbook. On faisait une émission de télé, une émission de radio nationale, hein, chaque fois, hein. Et puis dans la journée, et le soir une conférence, c'était ça, en fait les tournées promo chaque fois. D'accord. Et ça marchait très bien. Et là, il me dit, il faudrait faire en plus des workshops, des ateliers. Et c'est là où j'ai eu l'idée. Donc je me suis formé, j'ai dit, attends, on va attendre une année encore, et on va faire le temps que je me forme à l'hypnose. Et donc je me suis formé en un an assez rapidement avec ce confrère. Et c'est comme ça que j'ai débuté les premières hypnoses à Montréal et Québec. Avec un petit groupe de Avec, personnes. il y avait même pas 10 personnes chaque fois. D'accord. Et Et alors ça donc, marchait très bien. ces hypnoses donc, vous permettent de couper tous les accès neuronaux, alors je ne sais pas comment vous dites médicalement, mais Mhm. et donc de laisser cette CIE Ah, CIE, oui. s'exprimer, quoi, Voilà. quelque part. Ça permet, en coupant la tête, quoi, quelque part, de En coupant le vos mental. hypnotisés, en coupant le mental, vous permettez à cette conscience Intuitive extraneuronale. intuitive extra de s'expandre, de se Ouais, développer. exactement. Ok, et ça, vous en aviez l'intuition, vous l'avez vous l'avez fait, donc vous êtes un scientifique, donc Mhm. vous avez une formation scientifique et vous avez vu le retour sur ces ateliers, donc ça marchait. Ben oui, Qu'est-ce ça qui se marche. passait là concrètement Ben, tout de suite, des gens ont vu apparaître de leurs défunts. Alors, c'est les défunts, voilà. Parce que aujourd'hui, je sais que vous avez beaucoup évolué, mais là, on est encore sur la partie. Ouais. Alors, cette partie qui, là, c'est un nouveau début encore, le début avec ces histoires de défunts. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous quelques mots. Ça vous perturbe ça? Parce que là, vous y attendez peut-être pas qui vous parle des défunts. Ah si, si, si. Ah, vous y attendez? D'ailleurs, c'était pour ça que je faisais ces ateliers. Et c'est pour ça que je les ai appelés TCH. Ah, Tout de suite, j'ai appelé TCH, Transcommunication Hypnotique.
parce que on connaissait la transcommunication instrumentale, les défunts qui communiquent par le biais d'instruments phoniques ou visuels. Et là, je me suis dit l'hypnose. Bon, l'hypnose, transcommunication, hypnotique. On va remplacer les instruments par l'hypnose. Et l'idée, c'était de se dire, c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Oui. Parce que les gens qui vivaient ces arrêts cardiaques étaient soulagés par rapport aux angoisses de leur propre finitude et aussi par rapport aux douleurs du deuil. Donc je me suis dit, peut-être que si on arrivait à reconstituer cette expérience de mort provisoire sous hypnose, on en arriverait aux mêmes avantages. Et en fait, oui, c'était une bonne intuition, puisque sur le premier millier de participants qui avaient été testés avec des questionnaires, puisque je faisais remplir des Ah questionnaires. oui, donc vous étiez dans une démarche d'études scientifiques, oui. Ben, j'avais remarqué, et avec le statisticien universitaire qui avait fait l'étude avec moi, on avait là mis en place une thérapie alternative du deuil et des angoisses par rapport à sa propre finitude ce biais de la TCH. Et donc, vous publiez pas, vous écrivez un livre, parce que vous avez écrit plus de 20 livres. Hein. À chaque fois, quand vous avez suffisamment de matière, vous écrivez un livre qui relate tout ça. Mais est-ce que vous publiez, est-ce que vous essayez de faire que ça sorte dans les journaux, comités de lecture Oui. C'est l'objet de cette publication scientifique, la première, que j'avais adressée à The Lancet, Nature. Ouais. J'ai pas eu un seul résultat. Ouais. J'ai pas eu même une réponse. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais naïf à l'époque. Ben oui, j'étais naïf. Et puis le Conseil de l'Ordre, une fois qu'ils ont eu vent de ces ateliers d'hypnose, parce qu'après, après les avoir fait au Canada, quelques-uns, je suis revenu en France, j'en ai fait d'autres. Et tout de suite, il y a eu une espèce d'engouement. Il y a des médecins qui ont trouvé ça génial. Qui m'envoyaient leurs patients qui étaient en deuil, et leurs patients revenaient, ils étaient soulagés. Donc après, ils sont venus, les médecins sont venus faire eux-mêmes l'expérience, ils ont trouvé que c'était bien. Donc j'ai eu la confiance d'un certain nombre de médecins. Du coup, le Conseil de l'Ordre, ça est revenu à leurs oreilles, ils m'ont invité d'abord. Ils m'ont d'abord invité, c'était la première chose. Invitation confraternelle pour parler de vos expériences extra-médicales. Voilà, c'était ça. Là. Pourtant, c'était médical quand même. Vous faisiez du bien à vos patients. Ouais, mais c'était pas dans les clous. Ouais. Donc, ils m'ont dit, c'est pas une thérapie, c'est pas reconnu. Ouais, c'est pas enseigné à la faculté. Ouais, donc vous pouvez pas le faire sans que ça soit reconnu. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de déposer une demande d'autorisation au comité d'éthique médicale. Ce que j'ai fait, ça a été un gros document et ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai expliqué la CAC, la CIE. Là, il n'y avait pas encore la thèse. Ou si, il y avait la thèse, si, elle y était déjà. Elle y était. Donc là, on est en 2014, 2015, 2016, par là. On est en 2016. 2016, d'accord. Et quand j'ai commencé à être embêté par le Conseil de l'Ordre. Ouais. Donc ils m'ont dit, voilà, il faut faire un truc dans les clous, donc comité. Bon, j'ai dit, d'accord, ok, on va le faire. Ouais. Donc j'ai fait ce document, je l'ai donné au comité d'éthique. J'ai ensuite été reconvoqué parce qu'il y a eu une autre histoire, parce que j'ai fait venir des médiums dans mon service de réanimation. Là, vous poussez le bouchon, là. Oui, pour voir s'ils arrivaient à communiquer avec les comateux. Ouais. Et c'était très intéressant chaque fois parce qu'il y avait des résultats. Et ils m'ont dit, ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que le comité d'éthique soit OK pour pouvoir commencer ces hypnoses. Alors, on a une petite... on va continuer, mais là, on a pas mal de gens qui viennent d'arriver, ça doit s'entendre, parce que même si nos micros sont sélectifs, bon, on va essayer de continuer comme ça. Ça fait partie de l'ambiance. Ça fait partie de l'ambiance. On est dans un hôtel, parce que demain, en fait, on n'a pas tout présenté, mais demain, vous faites une journée entière d'hypnose. On va venir en détail sur ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, on va pas rester non plus trop longtemps sur les problèmes avec le Conseil de l'Ordre, parce que bon, depuis le Covid, on sait très bien comment tout ça fonctionne.
tous ceux qui regarderont cette vidéo sont au courant. Ah oui, Je pense pas que ça soit vraiment. non, non, c'est pas intéressant. Donc, tout ça pour dire, pour Ouais. résumer, le comité d'éthique ne m'a pas encore donné l'autorisation de commencer Ah ouais. mes ateliers d'hypnose. Donc, autant dire que Malgré les efforts que vous avez fait. malgré pour les efforts, Ouais. autant dire que j'ai eu raison. Et donc, c'est pour ça que ça a agacé de plus en plus le Conseil de l'ordre qui m'a fait tous ces problèmes après. C'était prévisible, on ne va pas s'étendre dessus. On va pas s'étendre, Voilà. mais vous le dites quand même avec beaucoup d'humour. Je vous ai entendu dire que. Bon, j'espère que le son est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue là ou on change de place? Là, ça va pas être. Je vais vérifier. Je vais vérifier comment. Je pourrais couper le. Ah. Alors, On se déplace, je sais pas si. Alors, on se déplace parce que là, on n'allait pas dire à tous ces gens de partir. Ben quand oui. même. Ça, c'est un peu compliqué. On va se mettre là. Donc là, vous continuez plus que jamais. Vous laissez pas du tout impressionner. Peut-être, parce que ça ne doit pas être évident quand même quand le Conseil de l'ordre commence à vous dire. Ben oui, oui, d'ailleurs, Il ça. faut arrêter. Quoi. Qu'est-ce qui, je veux dire, vous continuez, vous vous accrochez. Vous Oui, oui, continuez. ça a d'ailleurs interrogé beaucoup de personnes, à tel point qu'ils se sont dit, il n'est pas normal. On va lui faire une expertise psychiatrique. C'est pas. Ah oui, oui. Alors j'ai entendu ça. Ils vous ont fait faire une. Oui, oui, parce qu'ils ont dit que c'était. Ils ont trouvé que c'était disproportionné, quoi. Cet intérêt pour ces ateliers d'hypnose, qui leur semblait tellement dérisoire, par rapport au risque que je prenais. Ah D'ailleurs, oui, par rapport à votre carrière. par rapport à ma carrière. Ouais. D'ailleurs, ça a été l'objet de toute cette matinée que j'ai passée avec les confrères psychiatres qui m'ont Ah oui, vous examiné. avez subi une expertise Oui, psychiatrique. oui. Et c'était en quelle année ça? Ah ben, c'était 2017, par là, 2018, oui. Donc bien avant le Covid, et parce que Oui. comment il s'appelle, qui a subi une expertise psychiatrique, parce que vous nous l'avez Fortillon, vous dites professeur Fortillon. professeur Oui. Fortillon, Oui. et qui à l'époque du Covid avait un discours très hétérodoxe, quoi. Mais c'est-à-dire que lui, s'est énervé. Il Ouais, ne faut pas s'énerver. voilà, Il ne faut pas s'énerver. il faut garder l'humour. Pas l'humour, mais il ne faut pas s'énerver. C'est assez dur, je dois reconnaître. Parce que là, ils vous titillent, ils vont vous chercher. Ouais, ouais. D'abord, vous êtes dans une salle d'attente. Je pense qu'il doit y avoir une caméra. Ah ouais. Parce qu'il y a 3/4 d'heure d'attente dans la salle d'attente. Vous êtes convié à 1 heure. Et puis 3/4 d'heure après, on vous fait rentrer. Ouais. Donc, après, vous rentrez dans la salle. Vous êtes sur une chaise comme ça. Eux, ils sont sur des fauteuils. Ah ouais. Ils sont 3 autour. Ils ne parlent pas, ils prennent des notes. Alors, est-ce Ouais. qu'ils s'énervent, est-ce qu'ils tremblent, est-ce qu'ils Ouais, suent, ouais. est-ce qu'ils transpirent. Enfin, voilà. Donc c'est des protocoles en plus que vous devez plus ou moins connaître en tant que médecin. Oui, mais Vous avez bon, fait des... ça m'a pas impressionné. Enfin, je veux dire, c'est tellement prévisible. Moi, je m'attendais à passer une seule matinée. Et Ouais. puis, il y avait des questions débiles. Ils m'ont par exemple demandé si je me droguais. Donc, Ouais. j'avais bien compris que c'était, si ça avait été le cas, c'était pas le moment de le dire. Enfin, Ouais. plein de trucs comme ça. Et puis, ils ont rendu leur conclusion au bout Ah oui. d'un mois. Ah, Un c'est mois. rapide. Ou pas? Non, c'est pas rapide. Ben, à moins de réfléchir très lentement, ça paraît très lent. Non, je sais pas, parce que... Ah oui, 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 d'accord. Parce Moi, que- je connais pas du tout. Là. Avant de dire que je suis normal et que je peux exercer la médecine, il aura fallu un mois après cette matinée. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais, parce qu'ils se sont dit, mais oui, oui, parce que ce qu'ils ont produit comme expertise ou comme a une valeur après pour d'autres, peut-être. C'est ce qui leur Oui. faisait peur. Il ne faudrait pas que ça se prolifère. oui, que Les ça charbonniers, il fasse ne faut pas qu'on en ait jurisprudence. partout. Oui, oui. Donc, Bon. ils m'ont posé surtout les questions en disant, c'est quand même pas normal. Ils me faisaient comprendre que je m'acharne autant à poursuivre cette activité d'hypnose Ouais. qui risquait de briser ma carrière, oui. Alors qu'une carrière d'anesthésiste réanimateur, c'est quand même, bon,
c'est un statut social très confortable, c'est vrai. Et puis, c'est de longues années d'études, Ouais. déjà pour devenir médecin général, et puis Ouais. 3 ans de plus, et puis un concours. Donc Mais c'est on des bousille pas sacrifices. sa carrière comme On ça. dit, mais il est fou, quoi. Et il y en a un autre qui est fou comme vous, là, qui c'est un autre anesthésiste, réanimateur, là, Louis Fouché. Louis Fouché, Ah ben oui. qui s'est fait bien Ah ben lui, c'est un laminer. héros. C'est un héros. Oui, mais vous faites partie aussi de cette même race, hein. Alors, depuis Ouais. 2014, là, je lis mes notes un peu quand même. Vous avez plus de 40 000 personnes qui ont participé à vos ateliers. Ouais, on a dépassé 50 000. 50 000 même. Aujourd'hui, Là, oui. donc, c'est pas à jour ce que j'ai. De TCH, donc D'hypnose. d'hypnose, hein. Ouais. Collective. Des hypnoses collectives. Oui, avec des petits groupes au début, et maintenant vous en êtes avec des groupes. Alors demain, ce sera, je crois, plus de 500 personnes. Non, demain, ce sera 300 personnes. à Ah, peu 300 près. personnes. Oui, mais quand même, c'est des groupes énormes, quoi. Oui, Je veux oui. dire, c'est pas des petits groupes de. C'est pas des. Non, mais ça, c'est autre chose. Vous allez décrire. Bah, Ouais. donc, C'est l'hypnose, mais c'est l'hypnose de groupe, mais c'est encore c'est autre chose parce que alors, allez-y, mais dites-le. Alors, vous êtes parti de ces petits groupes pour arriver aujourd'hui à des grands groupes. Et vous dites c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est autre chose? Ça veut dire que bon, les petits groupes existent toujours. Ouais. Donc 45 personnes qui sont avec des casques, avec un ingénieur du son qui travaille sur le son en même temps, ma voix, le son, une hypnose qui dure à peu près 1h30, qui est basée sur les contacts avec les défunts, c'est vrai, mais autre chose aussi, des autres choses qu'ils ont pu nous raconter, Ouais. qui m'ont donné envie de faire d'autres hypnoses. Parce qu'il y a des gens qui disent recevoir des soins énergétiques, recevoir des guérisons. Comment c'est possible? Moi, j'en sais rien. En tant que médecin, je ne sais pas du tout comment ça marche. Comment marchent les barreurs de feu ou les magnétiseurs, j'en sais rien non plus. Mais je me suis aperçu que ces gens étaient bénéficient d'énergie, on va dire, d'énergie qui viennent d'ailleurs et qui leur font guérir de certaines pathologies ou Alors, améliorer des douleurs. parce que vous restez scientifique, vous restez, Ouais. vous faites vous prenez des notes, mais au-delà, vous avez des outils de. Oui, enfin, c'est pas moi qui les ai, ces outils, ce sont les patients eux-mêmes qui ont ces outils, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur médecin traitant. C'est assez... Oui, mais vous faites du recueil de tout Je ça. recueille les données. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une femme dit, voilà, je ressens une chaleur au niveau de mon cou, je sens que j'ai un problème thyroïdien, je sens que ça m'a amélioré, elle va voir son médecin, elle insiste tellement parce que le médecin lui dit, Ouais, j'ai fait une hypnose avec le docteur Charbonnier, mais ça va mieux. ça va mieux, on peut imaginer que mon confrère, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et il n'a pas envie de faire Non. forcément une Mais étude. elle a tellement insisté, cette patiente, enfin, il y a eu d'autres exemples, qu'il a fait les tests T3, T4, TSH, elle n'a plus besoin de lévothyrox. Donc, je veux dire, ça c'est quelque chose d'objectif. Ouais, ouais. Quand Et des cas objectifs comme ça, vous les avez oui, je les ai répertoriés. répertoriés. Et merci aux gens qui ont voulu me donner leur nom, leur prénom et l'autorisation de publication pour pouvoir voilà, dire ça existe. Voilà, la guérison spirituelle existe. Une femme qui a une périarthrite scapulo-humérale, on lui fait une RM de la région de l'épaule, on voit que c'est guéri, bon, ben, il y a une action. Comment c'est possible? Je n'en sais rien. Donc, quand vous dites comment c'est possible, je n'en sais rien. En tant que médecin. En tant que médecin, vous avez quand même un avis. Vous savez Oui. qu'est-ce qui se. Parce que là, donc, ce que j'entends et ce que. Vous êtes un guérisseur quelque part. Vous faites du bien aux gens. Les gens, après, pas tous. Oui, Ça marche pas tous. sur tout le monde. Hélas. Hélas, oui, mais il y a quand même un pourcentage, alors je ne sais pas lequel il est, mais de personnes qui sortent de vos soins guéries ou en tout cas qui vont mieux. Et c'est ça qui pose souci, j'imagine, avec le système tel qu'il est organisé aujourd'hui. Mais vous, en tant que scientifique, vous continuez à être un scientifique, même si vous êtes dans des choses que la science n'étudie pas vraiment. Vous avez ces résultats, ça vous emballe, j'imagine, mais vous avez envie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous creusez un peu ça? Qu'est-ce que vous faites par rapport à pour comprendre? Ben,
j'ai envie de dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le mécanisme, Ouais, c'est le résultat. d'accord. Et je suis pas certain que le mécanisme, on le comprenne un jour. Et même si on le comprend, qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le résultat qui compte le plus? Les gens qui ont des guérisons miraculeuses, au-delà de toute ressource thérapeutique, arrivent à se... Voilà, là c'est parfait. Pardon, hein. Pardon, parce que là, la question que je posais, moi, elle m'intéresse beaucoup. Mais vous l'éludez pas. Vous me dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et le comment on y arrive, vu que ça paraît tellement incompréhensible, vous avez un peu abandonné le comment. Parce qu'en science, Ouais. c'est le comment, c'est pas le pourquoi. Oui, oui. C'est- Mais moi, je n'ai pas l'impression que la solution soit scientifique, en fait. Tout le monde cherche ça, la validation scientifique. Il y a des choses, il faut admettre qu'on n'a pas les outils pour pouvoir les mesurer. En science, pour reconnaître quelque chose de possible, il faut que ça soit mesurable et reproductible. ouais. Et il y a plein de choses qui ne sont ni mesurables ni reproductibles. L'amour, est-ce que c'est mesurable et reproductible? Non. La création de l'univers, non plus. La guérison spirituelle, non plus. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? La compréhension des choses. On peut comprendre avec une autre échelle. L'échelle de la spiritualité, c'est du domaine de la foi, c'est pas du domaine de la compréhension. Et la foi, c'est beaucoup plus puissant que la compréhension. Ok, ok, ok. Enfin, il me semble. Non, 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 mais ok, mais là, donc votre évolution personnelle, c'est vous devenez, j'allais dire le mot mystique, vous devenez quelqu'un qui, qui, qui accepte cette idée que la science a ses limites et que moi, ce que je fais, ce que je découvre, les résultats que j'ai sont plus dans le domaine de la science. Donc vous faites bien cette distinction qu'a fait la religion à une époque, c'était de dire eh ben, la science s'occupe de ça, de la matière et autres, et la religion, la spiritualité s'occupe de tout ce que la science ne peut pas s'occuper. Mais quand même, moi je veux vous amener sur ce terrain du post-matérialisme dans lequel j'ai l'impression de plus en plus de gens comme vous vont, qui sont à la fois des scientifiques, vous avez une formation de scientifique, et à la fois ce dont vous parlez à l'instant, il y a de la foi, de la croyance, et donc de l'inexpliqué, de l'inexplicable. Alors comment vous arrivez à concilier les deux? Parce que vous continuez quand même à être... avant d'arriver à cette conclusion-là, vous avez, pour moi, vous êtes très rigoureux dans ce que vous faites. Alors, comment vous estimez être toujours un médecin? Oui, un scientifique? Parce que pour vous, ma question, c'est par rapport à cette histoire de post-matérialisme. La science, elle évolue, elle aussi. Donc, ok, à une époque, on séparait bien la science de la spiritualité. Aujourd'hui, moi, je vous entends. Vous êtes pour moi quelqu'un qui est un scientifique. Ah oui, bien sûr. Et donc, quand vous dites on ne peut pas l'expliquer, parce que c'est tellement complexe, ou en tout cas ça sort tellement des... Comment non, vous ne cherchez pas à l'expliquer. Mais non, parce qu'on n'a pas les outils scientifiques pour pouvoir les expliquer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un scientifique. Ça veut dire que la science n'est pas suffisamment évoluée pour expliquer de manière rationnelle ce qui ne l'est pas. Et il ne faut pas avoir cette présomption. C'est pas parce qu'on n'explique pas les choses avec les outils qu'on a que ces choses n'existent pas. Et actuellement, la pensée scientifique dominante, elle est matérialiste. Et c'est même tellement c'est ridicule, ça devient comique, quoi. Je veux dire, quand on voit le Coma Science Group, comment il s'excite sur le cerveau. Et Comment vous dites le Coma Science Group. Alors qu'est-ce que c'est le Coma Science Group? Alors, le Coma Science Group a été créé par Stéphane Loret, qui est un professeur Je vais changer. éminent Oui. d'anthropologie,
qui, depuis 20 ans, essaye de montrer et de prouver que tout ça, les expériences de mort imminente sont des hallucinations dues à un dysfonctionnement cérébral. Donc, comment il s'appelle Stéphane Loret, Stéphane Loret, donc c'est un scientifique de quelle pur et dur, université, de Liège, de Liège. ouais, neuroscientifique, qui est largement abreuvé par les laboratoires pharmaceutiques, parce que il faudrait pouvoir découvrir la molécule qui donne le même avantage que les EMI. Et on imagine la petite pilule qu'on prend en période de deuil, et on n'a plus du tout de peur de mourir, on n'a plus de douleur face au deuil, ça serait le jackpot. Donc c'est pour ça qu'il est largement abreuvé dans ses recherches, et depuis toutes ces années, eh ben, il n'arrive pas à reproduire l'expérience, parce qu'elle n'est pas reproductible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des hypnoses aussi? Non, il fait des tests, c'est-à-dire qu'il va prendre des photos du cerveau avec des IRM pour montrer comment le cerveau est coloré quand il est conscient, quand il est dans le coma, quand il est en coma dépassé, quand il est en coma vigile, quand il est... Alors il y aura différentes parties du cerveau qui vont s'éclairer ou d'autres qui vont devenir obscures. Quand la mort cérébrale est là, ben, le cerveau, il y a plus de... il est tout noir, voilà. Mais ça explique pas grand-chose finalement. Non, ça explique pas. Mais quand même, c'est un gars qui est, vous dites, dans ce système déterministe, matérialiste de la science, mais qui quand même qui croit qu'il y a des résultats, qu'il y a des... il connaît vos travaux, il connaît vos activités. Aussi. On a le même cursus. Vous avez le même cursus. On est passé par les mêmes études. Oui, mais donc... On a le même nombre d'études universitaires. D'accord, mais il n'essaie pas de dire que vous avez tort. Il essaie de reproduire ce que vous faites avec des techniques... Non, il est dans le domaine de la croyance. C'est-à-dire qu'il pense que c'est une croyance forte. C'est-à-dire qu'il est dans un dogme, c'est le cerveau qui fabrique la conscience. Voilà. Et toutes ces expériences sont dues à un dysfonctionnement du cerveau. Voilà. Et quand il a... Il essaie de prouver ça, donc. Oui, oui. C'est sa croyance. Ouais. Il croit ça, c'est comme une religion. Il est dans cette croyance forte. Et quand il a un événement qui va à l'encontre de cette croyance, il va rentrer en dissonance cognitive au niveau de son cerveau. C'est-à-dire que son cerveau va lui dire « ça n'existe pas », parce que c'est pas possible. Avec tout ce qu'on m'a appris à la faculté, ça n'existe pas. Et il en a des foules d'expériences comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont en mesure de décrire des scènes qui se déroulent à distance de leur corps physique, voilà, oui. au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, quand il est face à ces expériences-là, son cerveau dysfonctionne. Donc, il les met de côté. Et il dit non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Soit c'est des mythomanes, soit on me raconte un truc, soit encore faut-il le prouver. C'est intenable. Ouais. Il y en a trop d'expériences comme ça. Ouais. Donc là, récemment, il a fait, paraît-il, une interview que je n'ai pas encore vue, où il dit « je ne comprends pas, je n'explique pas les choses ». Déjà, il a progressé. Ah ouais. Ça veut dire qu'il accepte quand même qu'il y ait ce genre Non, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais, ouais. Et vous avez des relations épistolaires ou Non, on a fait une émission de télévision en Belgique il y a plusieurs années. Ouais. On s'est retrouvés il y a quelques années à l'université de Liège où on avait organisé une table ronde entre lui et moi. Il y avait aussi le professeur Pien van Nomen, qui est ce cardiologue qui a fait cette étude la plus large sur les expériences de mort imminente et qui lui a dit, parce qu'il a fait une très brillante démonstration avec un cerveau qui s'allumait partout, il y a ceci, cela, cela. Alors Pien van Nomen a dit, c'était très joli votre démonstration, mais ça sert à quoi? Il a dit, ça sert à quoi? Mais c'est vrai, ça sert à rien. On montre des parties du cerveau qui s'allument, mais oui, mais alors, et quoi? Et alors? Et après? Ça ne montre pas, ça n'explique pas comment quelqu'un est en mesure de décrire une scène qui se déroule à distance de son corps et à très grande distance de son corps physique. Voilà, alors ça, c'est des témoignages et des histoires, mais qu'on vous a racontées, que vous avez reçues, vous en avez un stock, j'imagine. Et vous pouvez nous en donner une ou deux, là, qui sont... Il y en a tellement. Oui, voilà, mais j'ai entendu
que vous disiez dans justement la vidéo avec Luc Baudin, vous lui racontiez que des patients qui avait subi donc une EMI pouvait vous dire le numéro, à vous, je ne sais pas à qui, mais le numéro sous la table d'opération Ah des oui, ça trucs. c'est Jean Morzel. Oui, mais des Jean Morzel, il y en a plein. Et puis ce qui se passait dans Ça a la été salle un des d'opération premiers. d'à côté, Oui, il était totalement inconscient, voire... ça a été un des premiers à parler de ça et il a fait des conférences un petit peu partout pour parler de son expérience parce c'est qu'il a sa vu, propre oui, expérience. il a vu la plaque qu'il y avait sous la table d'opération et il a pu décrire et puis le chirurgien et se demander comment il avait pu voir cette plaque quoi parce qu'il ne Ouais. savait même pas qu'elle existait, il a vérifié l'existence de cette plaque après. Mais il y a tellement des... Ouais. Il suffit de lire mes livres. Oui, oui. Il y en Alors a vous donnez tellement. des pourcentages même. Vu le nombre de réanimations qu'on pratique aujourd'hui, des gens qui ont des arrêts cardiaques qu'on fait revenir, Mm. je crois qu'il y a un chiffre de 4%, j'ai Oui, entendu. 4% des personnes qui auraient vécu ces arrêts cardiaques auraient vécu ces expériences de mort provisoire. Ça fait à peu près 60 millions de personnes, c'est énorme hein, dans le monde Attendez, entier. dans le monde entier, par an ou par... Non, en tout, en parce tout? que en fait c'est 4%, mais pas de la population terrestre, puis ça fait pas 60 millions, mais de la population médicalisée qui peut être réanimée Ah avec des ouais, défibrillateurs, avec des... Voilà. Parce que hélas, oui. on est inégaux devant ces réanimations. Ouais. Et voilà, ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes, ce qui est énorme. Bon, alors ça, c'est par rapport aux EMI, hein. Hmm. Mais vous pratiquez maintenant les hypnoses. Oui. Et donc là, le nombre devient exponentiel, quoi, de gens qui peuvent raconter des choses sans Ouais. y être, sans être conscient, quoi, sans... Sans avoir... Expliquez-nous un petit peu Ben, ce qui se passe, parce que moi, j'ai participé, là, c'était au mois de décembre, à Toulouse, à un TCH, hein. oui, Et communication hypnotique. les gens, après la séance qui durait 1 h 30, 2 heures d'hypnose, Hmm. le matin, après, vous vous posez la question aux gens qui veulent s'exprimer, de dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu. Il y a certaines personnes qui racontent des choses qui sont pas forcément vérifiables, mais certaines sont vérifiables. Et vous tenez, j'ai cru comprendre, que vous tenez une sorte de registre Ah oui, oui, de tout ce que racontent les oui. gens, d'une manière plus ou moins anonyme. Et donc, vous pouvez faire des recoupements même. Vous avez quelques exemples à nous donner donc là, on parlait de MI jusqu'à présent, mais là, je vous demande par rapport à ces hypnoses. Ça va bien plus loin que j'ai vu la plaque sous le truc. Il y a l'histoire avec les défunts, mais ça va même encore. Alors, allez-y, parce que là, maintenant, on peut en aller, il faut tout dire. Il faut tout dire. Il y a beaucoup d'expériences troublantes. C'est ce qui est le plus troublant, moi, ce qui me le trouble le plus, c'est que lorsque les informations qui sont données sont inconnues par la personne concernée et sont retrouvées après. Ça peut, par exemple, être un détail. Ça peut être, par exemple, une fille qui va voir sa mère décédée. Sa mère décédée lui dit, il y a une étoile de mer cachée sous mon imprimante. Et elle va vérifier l'information et elle s'aperçoit que l'information est exacte. Il y a par exemple ce qu'on appelle les médiumnités croisées, c'est-à-dire qu'une personne va donner son identité, son prénom, quelquefois son nom, sa description physique, et la personne au moment du débriefing va dire voilà, j'ai vu ça, et la personne a dit, ça s'appelait comme ça, moi ça ne me parle pas du tout. Et une autre personne de l'assistante va dire oui, c'est pour moi, c'est parce que j'attendais cette visite, je ne l'ai pas eue moi-même, comme si l'entité n'avait pas pu toucher la personne concernée et s'était servi d'une autre personne qui, pour le coup, aurait fait office de médium pour délivrer l'information. Ce sont des informations inconnues sur le futur qui vont être validées après. D'accord. Alors, Ce genre de choses qui alors, montrent que les informations sont moi, extra-normales. alors, mais vous avez utilisé un terme là, le terme entité. Là, pour le commun des mortels, c'est quoi une entité? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez quand vous dites Oui. il y a une entité? Qu'est-ce que c'est? L'entité, voilà, c'est ce qui reste de nous lorsque notre corps de matière n'est plus là. Nous sommes des entités incarnées. Et Donc c'est ce qu'on appelle l'âme. c'est l'âme, oui, Oui. l'esprit, enfin on peut donner. Voilà. Voilà.
moi je parle d'entité, mais de la CIE, voilà. Et alors, parce que moi, je parais comme ça très à l'aise, mais je ne suis pas aussi à l'aise que ça avec tout ça, parce que ça peut faire peur. Quoi, en tout cas, on est nourri de films ou d'histoires sur le spiritisme. Moi, je me mets un peu à distance. Quoi, je ne sais pas comment font les gens, mais ou vous, moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites, parce que bon, parce que quand j'entends le mot entité, elle n'est pas forcément sympa, l'entité. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que il y a de la bienveillance? Il y a de la malveillance? Comment ça fonctionne? Ces êtres qui ne sont plus vivants dans un corps biologique, on part du principe qu'on n'a pas de doute, ils existent, ok, mais ils existent, mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent là? Moi, on a aussi, on parle d'entités j'ai oublié le terme, mais qui s'accrochent, Une possession. des possessions, mais aussi voilà, on serait pas totalement libéré de ces entités. Alors, moi, rien que pour moi, je ne sais pas si ça va intéresser les gens, mais moi, j'aimerais bien être rassuré par rapport à tout ça. Qu'est-ce que Oui, mais vous avez raison il de n'y a poser pas la question. d'inquiétude. Si, il doit y avoir une inquiétude, parce que une fois qu'on quitte notre corps, on ne devient pas pour autant un ange ou quelqu'un de sympa, hein. On garde notre personnalité. Donc il y a des sales types qui sont désincarnés. Il y a des chic types qui sont désincarnés. Et il y a des sales types qui continuent à essayer de faire le mal une fois désincarnés. Moi, j'en D'accord. suis convaincu de ça. Et c'est pour ça qu'on fait ces protections avant chaque séance d'hypnose. On fait un égrégore de protection. On demande à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que la séance passe de la meilleure des façons possibles. On dit qu'on est là en toute humilité, qu'on veut déranger personne, et on essaye d'avoir l'expérience la meilleure possible, mais en toute humilité, et on se protège. Moi, je fais une prière à, à voix basse, parce que je n'ai pas à faire partager mes convictions. Je ne fais pas de prosélytisme, chacun a ses religions. Voilà. Moi, je fais référence à des énergies particulières de Marie, de Padre Pio, de mes amis du monde invisible. Mais on n'a pas forcément à partager tout ça. Donc moi, je laisse les gens avec leurs croyances, etc. Mais moi, je fais avant une prière à voix basse. Et ensuite, on fait une prière collective où on demande à nos guides d'intercéder. Bon, ça, à la rigueur, avec n'importe quelle religion, on peut le faire. Et puis à la fin de l'expérience, on referme la séance en demandant la même chose, en remerciant nos guides pour l'expérience qu'on a reçue ensemble. Donc ça, Voilà. c'est de la protection. C'est une protection, C'est une oui. protection et qui amène de la Et je bienveillance. pense qu'on doit le faire. Et je crois, c'est pas je crois, je me rappelle, vous nous avez, alors je sais plus si c'est dans une de vos conférences ou dans un de vos livres, mais vous parliez de lieux que vous irez pas, vous allez pas y retourner parce que vous avez vécu ils étaient pas. Alors le mot hanté, je sais pas si on l'utilise, mais il y avait quand même Oui. des choses, des entités ou je sais pas. Et donc il faut faire quand même un peu attention où on va, où on met les pieds Bien avec sûr, ces il y a histoires. des mémoires des lieux. D'accord. Il y a des mémoires des lieux, et d'ailleurs des médiums, en touchant des objets, vont avoir des flashs. On a ça en nous, on a cette capacité de Je vous ai vu retrouver. tout à l'heure au restaurant, quand le serveur est venu, vous avez vu son chien. Oui. Et c'était ce que vous voyez, c'était la réalité, parce que vous avez un chien qui lui ressemblait. Vous avez Ben, on a développé. tous. Oui, alors justement, on a tous. Vous qui aujourd'hui vous dites on a tous. Bon, mais vous en particulier, vous travaillez dessus depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, vous pensez vous aussi qu'on développe ces capacités-là? Ouais, on peut les développer. Il suffit de travailler dessus. Et quand ben, c'est comme toutes les activités humaines, hein. Quand à force de répéter les choses, comme le golf, votre fils fait du golf, Ouais. mais, il a dû commencer par faire des choses qui n'étaient pas bonnes, et puis après on s'améliore. Et plus on pratique, plus on s'améliore.
Je vous ai raconté que pendant une hypnose, j'ai vu derrière la dame qui voulait s'exprimer la silhouette de Johnny Hallyday. Ça paraît incongru. Et elle dit, cette dame, au débriefing, j'ai vu quelqu'un, mais je n'ose pas vous dire qui c'est. Et moi, j'ai dit, c'est pas par hasard Johnny Hallyday. Elle dit, si, comment vous savez ça? Parce qu'il est derrière vous. Donc vous avez développé, donc vous dites qu'on peut développer Oui. Chacun ses capacités extrasensorielles. Bon, On est tous capables de ça. On en est tous capables. Et c'est ce que vous. Donc, quand vous organisez ces séances d'hypnose, on va y revenir plus précisément. Vous permettez aux gens, après, quand ils reviennent, ils ne deviennent pas dépendants de vous, de ces séances d'hypnose. Vous nous donnez des trucs, des moyens de le faire par nous-mêmes. Donc, de développer ces. Parce que quand on met le doigt dans l'engrenage, on a envie de continuer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ben, ils ont la surprise de découvrir qu'ils ont en eux des capacités qu'ils ignoraient jusqu'alors. Et alors qu'on est tous médiums, on est tous capables de connecter l'au-delà, de connecter nos défunts, d'avoir des télépathies, d'avoir des phénomènes de visualisation à distance, d'avoir des intuitions. Encore les intuitions, bon, tout le monde en a, mais là, c'est la conscience intuitive extraneuronale qui nous les donne. Et on est tous capables de deviner notre futur, d'avoir des flashs de voyance, d'avoir des réminiscences de vie antérieure. On est tous capables de ça. Mais malheureusement, tout est bloqué par le mental, par l'analyse du cerveau. Et grâce à votre technique d'hypnose, on arrête ce mental sans prendre de drogue, sans tomber mort. Il y a souvent des gens qui disent, tiens, j'ai fait une expérience sous ayahuasca et j'ai retrouvé les mêmes choses. Eh oui. Et il y a moins de risques finalement. Ouais. Parce que c'est pas sympa. Ayahuasca, on est malade. Eh oui, il y a des vomissements, et puis il faut faire une diète pendant je ne sais pas combien de jours avant. Ok. Et il y a aussi des techniques de respiration holotropique, je crois qu'on appelle ça. C'est le professeur Goff, comment il s'appelle? Grof. Stanislas Grof. Stanislas Grof. C'était surtout le LSD, Stanislas Grof. Ah, il avait fait des expériences avec le LSD. Ah, ok. Et il faisait prendre du LSD à ses étudiants et il devait raconter ce qu'il vivait après. Ah, ok. Là, Bon, à l'époque, c'était possible. Donc vous êtes quelque part super soft, quoi, parce que l'hypnose, c'est pas très invasif. C'est très écologique. Hein. Très écologique, voilà. Donc, pas de drogue. Donc vous pratiquez. Alors, vous avez commencé avec ces ateliers, petits groupes, les groupes ont un peu grandi, et là maintenant, c'est des très grands groupes, et même vous embarquez les gens en voyage, et vous allez les amener dans des lieux. Alors j'ai entendu, alors moi ça m'attire beaucoup, les crop circles. Vous avez fait ça? Ah oui. Vous êtes allé sur des crop circles en Angleterre? Oui. Et vous encore cet été, je crois, je ne sais pas, vous allez... Cet été, ça va être avec les dauphins. Ah, les dauphins. Alors racontez-nous ça, parce que ça c'est complètement fou. Moi j'aimerais beaucoup venir. C'est sur un bateau, vous partez... Oui, ça va être en mer Rouge, parce que l'idée c'était de se dire que la CIE, la conscience intuitive extraneuronale des animaux, était très développée. D'ailleurs, il y a des gens qui font de la communication intuitive avec les animaux, qui sont en mesure de dire ce qu'ils ressentent, etc. Et puis les animaux ont beaucoup d'intuition et très peu d'analyse. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les vestiges du tsunami, il n'y avait aucune carcasse d'animaux, parce qu'ils étaient tous partis avant. Ouais. Ils avaient senti ça. Ils ont ce sixième sens que tout le monde connaît et qui nous sidère. Comment est-on capable d'avoir ces migrations d'oiseaux ou ces bancs de poissons qui, d'un seul coup, vont changer de direction, prennent les bonnes options. Et les dauphins, j'avais envie de faire une expérience d'hypnose avec les dauphins, parce que j'ai remarqué que... Vous hypnotisez les dauphins? Non. On va faire une séance d'hypnose collective pour se connecter à la CIE des dauphins. Et on va pouvoir rentrer en connexion avec eux, j'espère. Parce que vous ne l'avez jamais fait encore. Non, jamais. C'est toujours mon intuition, ma CIE qui me dicte des choses à faire. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on va avoir des choses sympas qui vont arriver, parce qu'il y a toujours des histoires merveilleuses avec les dauphins. Par exemple, il y a des phénomènes d'empathie, il y a des phénomènes de solidarité.
de ces animaux. Et puis, en plus, on a pu montrer dans les histoires de dauphins, j'ai vu, qu'ils avaient une grande affection pour l'homme. Oui, parce que là, vous me faites penser, dans les années 80, il y avait le professeur John Lilly, vous avez entendu, qui Oui, travaillait avec les dauphins oui, oui. et qui a fait, il travaillait pour l'armée aussi, c'était pas Ouais, toujours très ouais. joli joli, mais ces animaux doués de raison, comme on disait. Donc vous allez, et ça va se passer où? Alors ça se passera au mois de juillet, ça se passera en mer Rouge, donc on sera sur un bateau, Ouais. privatisé bien sûr, il n'y aura que nous sur le bateau. Et puis avec des Un, embarcations légères, un- on un va beau aller. bateau, un voilier, ce sera, Non, non? non, c'est un yacht tout neuf, Oui. hyper luxueux. Bon, Ah, donc il faut un c'est budget c'est- quand même. c'est- c'est- Ça sera un budget, c'est- j'imagine. c'est- c'est choisi par Eric Grange parce qu'il veut toujours que les gens soient dans des situations d'hyper confort. Parce qu'Éric Grange, il est à la tête d'une entreprise de voyage, c'est ça? Et Oui, vous êtes associé avec lui, ou quand vous travaillez ensemble? ben, quand j'ai décidé de faire ces séances de high concept, j'appelle ça comme ça, Ouais. hyper immersion géolocalisée hypnotique, Ah, vous avez plein d'acronymes, hein. voilà, on Hyper, me le reproche. immersion, géolocalisée, hypnotique. Hypnotique. High. Ok, high Oui, parce concept. que j'ai remarqué que dans les séances d'hypnose, on pouvait être, on en a parlé, connecté aux énergies des lieux. Et c'était pas tout à fait sympa, Ah ouais. ce qui se passait dans les lieux Parfois, oui, il y a particuliers. des mémoires. Voilà, il y a des mémoires. Donc, j'ai eu envie de partir dans des lieux où il y avait des énergies positives sur la planète, il y en a plein. Et, Par exemple? par exemple, la Grèce, l'Égypte, le Cambodge, Ah, l'Angleterre, enfin, on est allé euh, près de chez moi, c'est en sympa ça. Ariège. Vous avez trouvé une belle façon de vivre, là. Vous partez donc Ah dans des ouais, lieux extraordinaires. oui. Et les gens sont connectés aux énergies de ces lieux. Alors évidemment, on ne peut pas faire ces hypnoses dans des lieux au milieu des touristes, donc il faut privatiser les Ah oui. lieux. Alors, avec Eric Grange, on a la chance de pouvoir privatiser les lieux. Donc on a pu privatiser la pyramide de Khéops, on a fait l'hypnose dans la chambre mortuaire de Khéops, Ah oui. on a privatisé le Sphinx, ça me Ah oui. fou. Et, Luxor, tout le site de Luxor, toute l'île de Philae, le temple d'Isis, ah ouais. Et vous encore. faites ça donc plusieurs fois par an? Vous arrêtez. Oui, à peu près 3 fois par an, Ah, 3 grands voyages par an. d'accord. Donc là, par exemple, on va repartir en Grèce. On est déjà allé en Grèce. Et on va aller explorer des sites comme l'île de Patmos, où euh, euh, il y a eu, ben oui, il y a eu Saint Jean qui a entendu la première fois la voix de Dieu dans la grotte de l'Apocalypse. Il a vu la sacralisation de Jésus dans la grotte. Et là, j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer quand les gens seront sous hypnose. Dans Donc cette... c'est vous qui proposez à ce Éric Grange, Eric Grange, oui. vous lui proposez, tiens, j'ai l'intuition que ça serait bien d'aller là-bas, et Ouais, le Éric Grange s'organise pour. voilà, voilà, tout à fait. Ah, c'est chouette ça. Très bien. Donc les crop circles, oui, ça a été ça. Ah oui, alors justement, les crop circles, de ce que j'ai compris et que vous avez fait, vous vous êtes retrouvé au milieu d'un crop circle qui venait fraîchement d'être fait. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est Oui, ben, passé l'idée avec ce. c'était de se dire, ben, il y a plusieurs personnes qui, pendant leurs hypnoses, ont été connectées à des mondes extraterrestres. Oui, Donc j'ai voulu aller plus loin et je me suis documenté dessus parce que moi je ne suis pas du tout dans l'ufologie. Et je me suis aperçu que dans la région du Whiteshire, près de Stonehenge, il oui. y avait plein d'apparitions d'ovnis, des formes lumineuses qui apparaissaient, des crop circles. Ces fameux crop circles. Donc, qui Crop sont, circles. vous pouvez nous résumer un petit peu ce que c'est Oui, que. on appelle ça aussi des agroglyphes. Donc ce sont des herbes qui sont dans des champs de blé ou de riz, de colza, qui sont orientées de certaines façons. Et en vision aérienne, on a des figures géométriques très jolies. Alors, il y en a beaucoup qui ont été faits par des humains, c'est vrai. Et avec des herbes écrasées, avec des planches et des cordes, on On arrive le à voit faire. vite, je crois, on fait vite la On fait vite différence. la différence quand on connaît le truc. On a eu la chance d'être accompagné par Francine Blake, qui est l'experte mondiale des crop circles. Ah. Et elle nous a expliqué comment on reconnaissait ceux qui n'avaient pas été faits avec des planches et des cordes. C'est assez simple. C'est-à-dire que vous avez chaque brin de blé. En période de moisson, bon, vous avez une tige jaune comme ça. Et vous avez un renflement, deux renflements, trois renflements.
avec Une torsion, une fissure. une angulation. Ah ouais. Et en fonction des surfaces, il y a les mêmes angulations sur chaque brin. Donc ça, on ne peut pas faire ça avec des planches, hein, surtout en quelques minutes. Hein. Donc là, on était sur ces crop circles-là, avec un groupe de 50 personnes, je suis parti, et je les ai mis sous hypnose dans différents crop circles. Ils étaient assis, allongés sur le... Ouais. Allongés en hypnose, et avec des ressentis particuliers. Certains ont visualisé d'autres crop circles qui se sont faits après. Et ils ont vu avant. Donc Ils les ont vus avant. Comme s'il y avait eu une espèce d'échange entre ces consciences intergalactiques et les gens qui étaient sous hypnose. Donc, alors ça là, me passionne. Et oui. Et vous allez creuser ça, vous refaites ou Oui, vous allez, oui. On va continuer. D'ailleurs, quand on est parti à Angkor Wat, Angkor Wat, c'est connu comme étant, enfin, dans le milieu ufologique, comme étant un site. C'est au Cambodge. Au Cambodge, oui. C'est une architecture très complexe et selon certaines hypothèses, on dit que cette architecture aurait été faite par un architecte qui aurait été abducté, emmené par des extraterrestres. Il aurait vu sur une autre planète cette structure. Il l'avait trouvée tellement belle qu'il est revenu, il a essayé de la refaire. Enfin, ça, c'est une hypothèse. Donc, ça serait un spot ufologique. Et vous y êtes allé? On y est allé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, ça a été assez décevant parce qu'il n'y a eu que 3 personnes qui ont eu des contacts extraterrestres, enfin qui ont décrit avoir vu se sont sentis donc connectés aux extraterrestres. C'est déjà pas mal, 3. C'est faible. C'est faible. D'habitude, vous avez des résultats plus importants. J'espérais avoir plus de 3, quoi. C'est pas beaucoup. Bon. On était 60. Oui, parce que là quand même, le Conseil de l'Ordre, quand il vous entend parler des extraterrestres, mais peut-être qu'ils vont me demander une deuxième expertise psychiatrique, hein, c'est pas impossible. Mais non, vous avez l'habitude. Je sais comment on fait, il faut pas s'énerver. Très bien, bon, on va peut-être bientôt conclure, mais j'aimerais quand même vous poser une question par rapport à un sujet, moi, qui me passionne, c'est cette histoire de conscience collective et de la noosphère, chère à Teilhard de Chardin, on en a un peu parlé tout à l'heure. J'aimerais avoir un peu votre position, en tout cas, ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez eu des témoignages par rapport à cette idée de conscience collective et je crois que vous connaissez l'expérience du Global Consciousness Project, de ces chercheurs qui ont mis des générateurs de nombres aléatoires un peu partout sur la planète pour voir comment ça interagissait, même s'il n'y a aucune connexion physique entre ces générateurs qui fabriquent du hasard, avec les pensées humaines, les émotions humaines. Est-ce que vous avez ressenti des choses par rapport à cette conscience globale qui serait une couche autour de notre planète, ou je ne sais pas, moi, bien l'expliquer tout ça, mais peut-être vous avez votre... Il y a plusieurs arguments qui font dire qu'on est tous connectés. D'abord, il y a ce que nous rapportent les expérienceurs pendant leurs témoignages, ou même des personnes qui font des expériences transcendantes, qui nous disent avoir fait l'expérience du grand tout. C'est-à-dire que c'est l'expérience la plus forte du point de vue spirituel, se sentir connecté à tout, c'est-à-dire à l'ensemble de l'univers, à l'ensemble des forces en présence, à l'ensemble du monde minéral, végétal, animal, se sentir connecté au milieu tellurique, au milieu cosmique. C'est ça l'expérience du tout. En psychiatrie, on n'appelle pas ça le sentiment océanique? Ouais, mais il faut se méfier des psychiatres. Oui. D'accord. Parce que c'est un raccourci. L'océan, c'est rien, c'est une goutte d'eau à côté, parce que c'est tellement plus énorme, ils n'arrivent même pas à décrire. Donc vous avez des retours, ou vous avez vécu peut-être ces expériences-là? Oui, moi j'ai eu les retours de ces personnes qui ont raconté ça, qui ont dit que c'était des phénomènes très émouvants, qui les ont chamboulés, qui ont chamboulé toute leur vie a changé parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient cette goutte d'eau dans l'océan, enfin,
On pourrait prendre des métaphores qu'on veut, mais on n'arrivera jamais à exposer cette puissance colossale de se sentir connecté à l'ensemble des choses. Déjà à l'infini, on a du mal avec cette notion d'infini. Oui. J'avais une conversation avec un des frères Bogdanov. Ah oui, vous les avez Ouais, on avait rencontrés? dîné Oui. ensemble et il me disait que l'infini, c'était les décimales de pi Ah et oui. qu'il y avait tout dans les... Il y en a beaucoup, Voilà. puisque c'est infini. Et je lui disais, bon, ça ne m'impressionne pas, les décimales de pi, c'est l'infini qui m'impressionne. Oui. Et la notion d'infini, par exemple, si vous imaginez un doigt éternel qui va taper sur un clavier éternel de manière infinie, eh ben à un moment donné, il va y avoir écrit mon prochain livre. Forcément, Ah puisque ben oui, c'est si c'est infini. infini. Oui, oui, Et bien les sûr. extraterrestres, c'est la même chose. Si jamais on a une image archétypale d'un extraterrestre, tout de suite, si l'univers est infini, il va exister quelque part. Donc tout ce qu'on peut imaginer peut exister. Oui. Et alors l'univers, puisque l'univers a cette dimension-là, eh bien, on est capable d'être connectés ensemble dans une même intention, dans une même information. Par exemple, quand il y a eu cette émotion très grande mondiale au moment du décès de Lady Di, Oui. eh ben, le générateur a bougé, hein. De Oui, nombre aléatoire a bougé. oui, dans l'expérience du Global Consciousness Project, Voilà. oui, oui, Et, il y avait 60-70 générateurs d'ombres aléatoires qui sont mis à a bouger, ou en tout bougé. cas à ne pas réagir normalement, Mhm. et se mettre même en phase. Oui. Alors ça, c'était assez incroyable. Et c'est pour cela que on pense qu'il y a une amélioration, enfin une réception des informations, mais on a aussi possibilité d'une action. Et c'est pour ça que je crois aux forces de la prière. Et demain, vous venez faire cette journée, et bien à 15 heures, on va se mettre tous en connexion. C'est-à-dire qu'on sera dans la salle de cinéma où il y aura 300 personnes, je crois, demain. Dans l'intention, une intention commune, pour que la paix revienne dans ce monde. Et en même temps, sur ma page Facebook, dans les réseaux sociaux, j'ai dit, tous les gens vont se connecter À la même heure, au à la même même heure, à moment. 15 heures, Ah, heure de Paris. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'un peu partout hein, qui me suivent sur Facebook. Eh ben, à 15 heures, heure de Paris, on sera tous connectés pour cette prière d'intention. donc il y aura peut-être plus d'un millier de personnes ou plusieurs milliers de personnes qui vont faire la... J'espère. Ah oui. Ah ouais, j'espère que ça va être fort. Mais on va le ressentir, nous. Parce qu'on l'avait fait ça dernièrement, la dernière fois qu'on avait fait ça à Paris. C'était au cinéma Mégarama, c'était un cinéma de 700 places. On a fait dans la salle les Grégores, et en demandant la prière d'intention de faire revenir la paix dans ce monde, et on a senti l'énergie, franchement. On sentait dans la salle l'énergie, Bon, et on a ressenti l'énergie de tous les gens qui étaient je suis avec nous. impatient d'être demain Demain, 15 c'est heures, intéressant. mais bon, Demain, 15 heures. j'ai prévu d'être là toute la journée. Je me suis inscrit, ça fait 3 mois. Donc justement, j'avais une question là-dessus. Pensez-vous que les expériences de TCH pourraient, ou de PCH, puisque PCH c'est le grand format, Oui. et puis vous avez un nouveau format, là, vous allez nous en parler, j'ai oublié son nom. L'ami. L'ami, mais on va en parler juste après. Mais pensez-vous que dans ces formats d'expérience que vous faites, on pourrait ça contribue à une forme d'éveil ou d'expansion de cette noosphère, de cette conscience collective? Oui. Ouais. La preuve, c'est ce que vous venez de Ouais. dire. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'éveillent sur cette planète dans le même objet, dans la même finalité. On a l'impression qu'on se retrouve, hein. On s'est retrouvés hein, ce soir, hein, tous les deux. Oui. Et oui, oui, oui. C'est pas un hasard, hein. Oui, oui. Alors voilà, oui. Quand on dit c'est pas un hasard, c'est oui, rien. À un moment donné, on peut très bien se dire que rien ne se passe par hasard. Mais moi, les questions que je voulais vous poser, je vous les ai quasiment toutes posées là, mais j'en aurai encore des centaines à vous poser, hein, parce que là, on était en train de, vous étiez en train de parler de ce que vous faites aujourd'hui
c'est-à-dire d'agrandir ce cercle d'initiés ou de personnes qui vivent des expériences. Là, vous êtes en train de dire que vous êtes dans une logique d'expérience ouverte à beaucoup plus que des gens qui ont payé pour être là dans ces séances d'hypnose. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de mon projet, de ce projet d'avoir un outil qui est un feedback, qui nous donne un feedback sur ce qui se passe. Vous venez de dire qu'on ressent physiquement quelque chose au niveau de l'énergie. Alors moi, donnez-nous un peu, c'est quoi ressentir? Ça se passe comment physiquement? Les poils qui se hérissent C'est cette espèce de frisson, mais vous allez Ouais. voir, qui arrive. Rien qu'en parler, je commence déjà. Ah ouais. On sent, Bon. on sent ce frisson. Voilà, on sent ce D'accord. frisson. Et là, vous sentez l'énergie. Vous sentez l'énergie qui nous relie dans Bon. la même expérience. Jean-Jacques, je crois qu'on va conclure là-dessus. Ben, c'est Parce que une jolie conclusion. oui, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Ouais.